Merci à tous d'être venus. On va vous parler avec Lucas, et on est très content de pouvoir en parler, d'une solution qu'on a mise en place pour exposer notre GitLab sur Internet. Ça a été plein de petits combats et plein d'essais différents, plein d'expériences différentes, et donc on va essayer de vous parler de tout ça sous la forme d'un Rex. On va parler un peu de technique, un peu d'archi et un peu de haute. Lucas se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Donc on y va. Alors, on va remettre un peu de contexte avant de se lancer complètement dans le sujet. Il y a deux forces qui s'opposent au moment où on commence à faire ce projet. Je suis sûr que 90% de la salle a déjà travaillé sur un serveur Git, enfin une plateforme Git comme GitLab, GitHub, Bitbucket, des choses comme ça. Self-hostée. C'est-à-dire qu'elle est dans les murs de l'entreprise, elle est complètement verrouillée, on y accède à travers un réseau corporate en général. Il y a de très bonnes raisons de faire ça en fait, parce que ça devient très critique pour l'entreprise, c'est là où il y a beaucoup de propriété intellectuelle, énormément de code, parfois des mauvaises pratiques, donc des secrets, des credentials, des tokens qui traînent. C'est énormément de confidentialité aussi. Et puis quand elle est au sein d'une entreprise comme ça, on est sûr qu'on résiste aux attaques. Enfin, en tout cas, on est clairement moins exposé. Et la force qui tire dans l'autre sens, c'est tout ce qui gravite autour de la développeur expérience. Donc le développeur, il faut qu'il soit confortable pour travailler, il faut qu'il puisse travailler avec son laptop, enfin ce genre de choses. Et puis on a tout ce qui s'est passé autour du Covid avec le télétravail qui est devenu carrément une pratique très courante. Et puis on a les contextes de merge and acquisition où en fait on récupère d'autres entreprises qui travaillent dans des conditions probablement différentes. Et puis on n'a plus envie d'envoyer des laptops, on n'a plus envie d'envoyer des dongles VPN, on n'a plus envie d'envoyer des cartes pour se connecter à un réseau particulier. Bref, on veut travailler avec son PC ou enfin son Mac ou je ne sais quoi. Et voilà. Et en fait, on était dans ce contexte-là, exactement, c'était quoi, il y a 4-5 ans à peu près. Et on s'est dit, il fallait qu'on trouve un moyen d'exposer notre GitLab sur Internet. Et c'est ce qu'on a fait. Donc plutôt que de partir sur une autre instance qu'on met sur Internet et du coup avoir des comptes différents, des repos qui se retrouvent à droite, à gauche, qu'il faut cherry-piquer et tout dans tous les sens, on s'est dit, bon, c'est le nôtre qu'on doit ouvrir, mais on doit faire ça de manière sécurisée. Avant de rentrer dans le détail, on va se présenter. Donc moi, c'est Adrien. Je suis architecte chez Michelin. Et je suis Lucas Drago, je suis IT spécialiste dans la même équipe qu'Adrien, historiquement très orienté back-end, Java back-end. J'ai petit à petit glissé vers les technologies de CI/CD par appétence. Et donc, quel était le cahier des charges au moment où on démarre ce projet? Donc on commence à discuter un peu avec nos équipes sécu, on leur explique ce qu'on veut faire, donc tout de suite c'est bouclier, enfin c'est vraiment compliqué, le simple fait d'entendre GitLab et Internet, les deux termes à côté, ça marchait pas. Mais on a finalement réussi à avoir un compromis, c'était il faut du 2FA sur tous les modes de consommation de la plateforme. Donc GitLab, ça se consomme à travers une UI dans le browser, forcément, et ça se consomme aussi à travers de la command line. Donc le git push, le git pull, toutes les commandes qu'on connaît. Donc il faut sécuriser ces deux mécanismes, sachant que par défaut, Git, c'est de la CLI, donc il n'y a pas de browser intégré, il n'y a rien de tout ça. Le troisième point, on veut absolument déléguer toute l'authentification de notre plateforme, que ce soit en CLI ou dans la UI, à un IDP. C'est un composant qui est fait pour ça, on veut s'appuyer là-dessus et on ne fera rien d'autre que de s'appuyer là-dessus. Le quatrième point, c'est les users sont fédérés. Hors de question qu'on imagine une solution où il faut se connecter à quelque chose d'abord pour passer un périmètre de sécurité et ensuite se connecter avec un autre compte, avec son compte GitLab pour aller sur l'instance. Point numéro 5, évidemment une solution facilement maintenable. Il ne faut pas que ça devienne une charge supplémentaire sur notre équipe, qu'on dépende d'un morceau d'infra, qu'on dépende de je ne sais quoi qui pourrait potentiellement être vecteur d'une mauvaise développeur expérience sur la consommation du service. Le point 6, self-service. Hors de question qu'on devienne encore un point de passage dans l'équipe
pour ouvrir une règle firewall, créer un compte, faire un whitelisting à un endroit X ou Y. Enfin, tout ça, on ne voulait pas. Les gens peuvent consommer GitLab sur Internet comme si c'était dans l'entreprise. Et puis le point 7, bon, c'est un peu le récapitulatif de tous les points, c'est on veut quelque chose d'absolument sécurisé, on ne veut prendre aucun risque à exposer notre instance sur Internet. Et donc voilà ce qu'on a fait, enfin on aurait pu faire ça, on a mis un ingress dans le cube et c'est parti, c'est ouvert, mais c'est pas du tout ce qu'on a fait, et tant mieux pour le talk d'ailleurs, parce qu'on n'a pas GitLab dans Kubernetes. La simple et bonne raison, c'est que, alors d'une part, l'éditeur ne recommande pas de le faire. GitLab est un ensemble de plein de composants qui sont sophistiqués, complexes et très bien intégrés entre eux, et tous ne sont pas complètement containerisables, notamment la partie stockage. Pour ceux qui connaissent le Gitali, c'est pas complètement adapté à du Kubernetes. Donc on voulait pas se retrouver avec un morceau dans Kube, un autre morceau sur du YAS, etc. Donc c'est pas ce qu'on a fait, et tant mieux pour ce talk. Et Lucas, je te laisse la main. Exactement. Et du coup, moi connaissant bien la plateforme GitLab, je trouve la solution d'Adrien séduisante. C'est pas possible, mais je suis une autre solution facile. On va sur notre GitLab, on fait un /admin et on coche la petite case pour activer le 2FA. Et puis voilà, on a le 2FA, puis on est sécurisé. Dans les faits, ça marche pas si bien. Pourquoi ? Cette feature de 2FA, en fait, elle va protéger l'accès à la UI GitLab. Vous arrivez sur la UI, vous saisissez votre login, mot de passe, et derrière vous devez saisir un OTP. Mais ça ne répond pas à la problématique, une des deux problématiques sur lesquelles on ne peut pas faire de concession, à savoir la CLI. Qu'est-ce qu'elle fait, cette feature de 2FA ? En fait, elle vous empêche de vous authentifier en utilisant une authentification basique et vous force à utiliser un GLPAT. Parce qu'on considère que pour récupérer le GLPAT, vous êtes passé par la UI et donc vous avez fait un 2FA. GLPAT, c'est un token qu'on génère au sein de GitLab. Personal Access Token, les tokens GitLab qu'on peut utiliser pour pas justement avoir à saisir son mot de passe à chaque fois. En fait, on n'essaye même pas. On n'est pas sécurisé, ça répond pas du tout au cahier des charges. Il faut qu'on trouve une solution plus aboutie. Et on passe à une solution suivante. Et là, on commence à rajouter des composants dans notre SI. Qu'est-ce qu'on fait ? On décide de dire qu'il va falloir passer par une brique intermédiaire qui va venir sécuriser la chose. On dit on va mettre un proxy. On va lui rajouter une couche de sécurité, et puis nos utilisateurs externes, ils passeront par ce proxy pour atteindre nos nœuds GitLab. Donc on met un proxy, on l'expose sur Internet, et on lui dit on te branche une brique d'authentification, à savoir sur le premier run un PAM server, dans lequel on a déployé un module Google Authenticator qui va en fait permettre d'authentifier les utilisateurs qui passent par ce proxy via un TimeOTP. En fait, ça marche. On répond à quelques critères, mais on a fait la concession sur un des points, ça nous embête, c'est la user experience. Déjà, on dit bien proxy, on ne dit pas reverse proxy, donc c'est pas transparent. Quand je communique avec mon GitLab, je dois lui expliquer, il faut que tu passes par ce proxy pour atteindre le GitLab interne à l'entreprise. Donc je dois éditer mon git config avec une configuration qu'on a peu l'habitude de voir. Derrière le déroulement du flow, il n'est pas fluide. C'est pas fluide, on fera une petite démonstration qui résume un petit peu la chose. On verra que c'est pas évident de cloner ses sources, qu'il y a des petites subtilités. On n'est pas vraiment sur une authentification déléguée puisqu'on a mis en place un PAM server et c'est le service de l'équipe qui s'occupe de créer des comptes TOTP sur ce proxy. Donc les users ne sont pas fédérés, même s'il peut y avoir un petit semblant de fédération si on crée les users avec les mêmes usernames d'un côté et de l'autre. C'est juste un semblant. Et on a des défauts d'adoption de la solution, c'est pas as a service, on se retrouve à traiter du ticket, par contre on coche bien les cases de sécurité. Il faut qu'on aille plus loin, ça va pas. Déjà quand même on répond à un besoin parce qu'on avait à ce moment-là, je me souviens bien, des partenaires qui voulaient contribuer sur nos repositories. Et sans ça, on n'avait aucun moyen de le faire. Et puis il n'existait rien d'autre pour le faire de toute façon. Donc on répond quand même à un besoin. Par contre, quand on récupère le feedback sur l'utilisation de ce truc,
Ils nous disent mais c'est horrible, c'est infect, on vous montrera tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais ça répondait quand même aux besoins. Par contre, il nous restait toutes les cases rouges encore à cocher, enfin à enlever, et voilà, même si on avait poussé le truc assez loin, on avait de l'infra as code, on avait de la config as code pour déployer nos users, etc., s'envoyer un mail avec le QR code pour avoir le TOTP, enfin, après, c'était automatisé, mais c'était quand même vraiment une purge pour nous d'aller traiter les tickets des gens qui voulaient consommer Internet. Et puis, voilà, enfin, il fallait qu'on améliore ça. Du coup, et donc on essaye d'améliorer un petit peu plus le truc. Le Squid, on disait tout à l'heure, il délègue son authentification via un module à la machine en fait. En gros, c'est le user qui est sur la machine qui va permettre de s'authentifier sur le Squid, le proxy. Donc on se dit, bon bah c'est con parce qu'il faut quand même un user supplémentaire pour le proxy, et donc les gens vont devoir se balader avec 2 utilisateurs. Un pour s'authentifier sur le proxy, un autre pour s'authentifier sur le GitLab. Et ça, dès le départ, on ne voulait pas. Donc on se dit, pourquoi on ne relierait pas le proxy à l'IDP qui est là-haut? Et en fait, le seul moyen de faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le protocole Radius. Je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle ce protocole, c'est un vieux truc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, de toute façon, je pense que ça sert à rien. On aurait du mal à l'expliquer. Ouais. Mais en gros, ça permet de relier via un mécanisme basic auth l'IDP, et du coup on peut avoir un semblant de TOTP sur la ligne de commande. Ce qui fait qu'en fait, au moment où ils vont vous demander de vous authentifier, vous allez taper votre password, un caractère de concaténation, le et ou l'arrobase, et un TOTP que vous allez avoir avec votre téléphone. Et donc avec ce truc-là, on se dit, bon bah, c'est cool, on a des users fédérés, on est relié à l'IDP des 2 côtés, mais c'est quand même pas la folie, parce qu'en fait, niveau développeur expérience, c'est toujours nul, c'est toujours vraiment nul, parce qu'en fait, le fait d'avoir du TOTP, enfin une espèce de TOTP sur la ligne de commande, ça perd les users. Et vous le verrez, en fait, Git, quand on passe par un proxy, donc on peut configurer Git dans le Git config pour le dire passe par un proxy, il y a des prompts qui vont arriver pour vous demander de vous authentifier, et vous ne savez pas lequel c'est. Vous ne savez pas si vous êtes sur celui du proxy ou sur celui du GitLab. C'est assez fastidieux. Et pour la petite histoire, c'est à ce moment-là que j'intègre la société Michelin, et c'est l'un des premiers sujets sur lequel je dois faire un feedback à Adrien. Et là, je lui dis, bah, t'inquiète, vous êtes sécure. J'ai eu du mal à passer. Vraiment. C'est très dur à utiliser. Mais ça marchait. Et on avait quand même pas mal de cases qui étaient cochées, donc à ce moment-là, ça nous allait. Voilà. On va vous montrer à quoi ça ressemblait à ce moment-là. Comment on proposait à nos utilisateurs externes de travailler. Donc pour ça, on vous a préparé une petite stack Docker Compose. Donc je peux vous montrer ce qui tourne rapidement à l'intérieur. Il y a quelques petites briques sur lesquelles on va s'appuyer au cours de nos démonstrations. Donc bon, là, on va s'intéresser principalement au GitLab, à un kicklock auquel il délègue son authentification. Et pour interroger ce GitLab, on va passer par le Squid. Enfin, le Squid, le proxy. Ça peut être un Squid, ça peut être autre chose. Et je dis bien, voilà, là, c'est vraiment, du coup, c'est pas un reverse proxy, c'est vraiment le Squid. Donc, comment ça fonctionne côté client? Déjà, on doit leur demander de configurer leur CLI Git pour passer par ce Squid quand ils veulent joindre notre GitLab. Je suis désolé, j'ai l'impression que mon micro saccade, non? Un petit peu. Non, ça va. Ok. Enfin, je sais pas dans la salle, mais... Du coup, dans le Git config de nos utilisateurs, on leur demande de dire, bah voilà, vous allez définir dans une section HTTP avec le nom de domaine de notre GitLab, donc chez nous, sur mon poste local HTTPS GitLab. Et pour atteindre ce GitLab, tu vas dire à ta CLI, passe par le Squid. Et là, on voit que déjà, juste avant le nom de domaine de mon Squid, j'ai mis un petit route. Pour nos démonstrations, on fait pas ça en production, mais pour nos démonstrations, on utilise l'utilisateur route, on est en local. Et je dois le marquer ici en fait, parce que la CLI Git, elle vous permet de passer par un proxy, elle sait vous demander le password de ce proxy, mais elle ne sait pas vous demander déjà quel utilisateur utiliser pour traverser ce proxy. Donc il faut déjà dire aux utilisateurs, pensez bien à mettre votre username ici, et je ne suis même pas souple. Si je vais m'authentifier avec un autre compte le lendemain, il faut que j'édite le Git config. Du coup, si je veux cloner des sources... Et le truc chiant avec ce truc-là, c'est que quand on revient dans l'entreprise, dans les murs, il faut enlever tout ça. Donc il faut resetter à chaque fois qu'on pivote d'un lieu de travail à un autre. Donc là, je fais mon clone. Et là, la CLI Git, elle arrive à joindre quelque chose. Donc là, c'est assez explicite. On arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Elle me demande un password.
Je pense qu'il y a déjà des personnes potentiellement avec un nom de domaine moins explicite sur un vrai nom de machine en production, ils vont saisir le mot de passe de GitLab et ils ne vont pas passer le squid. Donc là, on arrive ici, nous, on s'authentifie au squid, on tape le mot de passe utilisateur, je génère un TOTP, je le concatène à mon mot de passe. Je suis passé au travers du squid. Là, j'ai un autre prompt qui arrive, on me dit, il faut que tu saisisses ton username. Il y a déjà une différence, là, il faut que je saisisse le username. Je pense qu'il y aurait pu avoir un accident où quelqu'un saisit son mot de passe en clair directement ici, devant tout le monde lors de cette démonstration. Ça aurait pu être rigolo. Donc là, j'utilise root, et là, je saisis le mot de passe, mais cette fois-ci sans TOTP, parce que en fait, je communique avec mon GitLab au travers du proxy, comme si j'étais dans le SI de mon entreprise. Je saisis mon mot de passe. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Un exemple de développeur expérience, je t'ai trompé. Et c'était le cas de tout le monde en fait. Tout le monde disait mais ça marche pas votre proxy, alors qu'en fait si. C'est juste qu'il y avait tellement d'erreurs possibles que... Donc voilà, deuxième tentative, j'ai réussi. Donc je me suis d'abord authentifié au proxy, je suis passé à travers le proxy. J'ai appelé GitLab, je lui ai donné mon login, le mot de passe. Et là, j'ai récupéré mes sources en passant par ce proxy. Si je joins de la UI, je ne vais même pas vous faire la démonstration, il faut aussi que je configure mon browser pour lui dire, si je joins de la UI de GitLab, j'importe un proxy pack pour dire, quand je joins le domaine GitLab, je passe par le proxy, et là je peux consommer la UI de manière traditionnelle. Et pareil, dans le mot de passe du proxy, il faut que je concatène un OTP au moment où je veux le franchir. Et il y avait même des problèmes de session proxy, parce qu'on pouvait avoir qu'une seule session, donc quand je poussais le code d'un côté, j'arrivais pas forcément à accéder à la UI de l'autre, parce que j'avais déjà une session en cours sur la console, c'était pas évident, vraiment, c'était pas cool. Il faut qu'on trouve autre chose. Donc voilà, il nous reste un dernier point à tacler, c'est ce côté développeur expérience, même si aujourd'hui, enfin à ce moment-là, tout était plutôt ok d'un point de vue sécurisation. On s'est dit, bon, il y a vraiment ce mécanisme TOTP dans la ligne de commande qu'il faut qu'on tacle. Et donc on commence à gratter dans les mécanismes un peu sous-jacents de Git au moment où vous faites des Git clones par exemple. Il y a une commande qui est invoquée, dont vous la voyez quasiment pas passer, qui s'appelle Git Credential. Et en fait ce Git Credential, ça permet de gérer la façon dont vous allez stocker vos credentials sur la machine, et ça va aussi influer sur la manière dont vous allez vous authentifier sur le repo. Ça peut être par SSH, ça peut être par HTTP. Vous allez pouvoir stocker dans un fichier plain text, vous allez pouvoir stocker dans une base de données, dans le magasin identifiant de Windows, dans le keychain d'OS X. Tout ça, en fait, ça se passe quasiment par défaut et vous ne le voyez pas. Et puis, en regardant un peu la documentation, on se rend compte qu'on peut étendre ces mécanismes. On peut écrire ses propres mécanismes. À partir du moment où ça répond à get, erase et list, on peut fournir son propre script Ruby pour choisir la façon dont on allait s'authentifier. Et donc je commence à gratter ce truc-là et je me dis, je pars dans un gros délire, est-ce qu'il n'existe pas déjà quelque chose? Et c'est à ce moment-là qu'on tombe sur GCM, pour Git Credential Manager, et qui fait exactement ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il propose par défaut un mécanisme qui peut gérer de la commande, enfin de l'OAuth à partir de la command line. On vous expliquera dans le détail comment ça marche. Mais ce truc-là est une vraie pépite et on se dit que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir sauver la développeur expérience pour notre GitLab sur Internet. Et pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que Adrien me dit, ouais, j'ai vu cet outil, je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose. Il me parle de la feature, la Generic Browser Authentication, et par le passé, j'ai une expérience autour des protocoles OIDC, et là, je lui dis, bah ouais, t'as raison, je pense qu'on va pouvoir vraiment faire quelque chose, mais on va avoir d'autres problèmes. Par contre, côté client, dérouler un authorization code flow dans la CLI, c'est vraiment pas évident, donc lui, il vous le wrap, il vous le fait, mais donc on va répondre à une problématique côté client. Mais on va avoir des problématiques différentes, plus côté back-end. Et en fait, on l'avait déjà vu, je ne sais pas si vous faites du Azure CLI, mais ça le fait déjà. En fait, on se connecte à Z-Login, ça déclenche un browser et ça vous fait un flow out après. On s'est dit, je pense qu'on peut le faire avec ça. Ce truc-là n'était pas du tout connu au moment où on l'a découvert. Aujourd'hui, c'est quasiment embarqué dans le corps de Git, mais c'était vraiment à ses tout débuts.
Et donc, comment ça se représente dans notre architecture? Donc on a toujours nos GitLab nodes qui sont à gauche dans le réseau corporate, notre IDP qui est là-haut, et le laptop de l'utilisateur qui est côté Internet. Et en fait, là où ça va nous aider énormément, c'est que c'est ici qu'on va installer le GCM, ça va être côté client, et donc on s'abstrait de toute la complexité. La seule chose que le user aura à faire, c'est de configurer son client GCM, et on vous montrera tout à l'heure que c'est assez simple. Par contre, même si on a résolu la problématique d'authentification et d'autres à travers la command line, on n'a rien bloqué de ce qui est possible de faire à côté. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'authentifier avec un token sur GitLab, on peut toujours s'authentifier avec du SSH, etc. Et donc il va falloir bloquer tout ça, il va falloir forcer en fait cette authentification à partir d'Internet avec le GCM. Et c'est l'Nginx, donc on a switché de Squid à Nginx au passage, c'est lui en fait qui va contenir toute l'intelligence de filtering pour accéder à notre instance. Et donc, si on regarde notre cahier des charges, on a accéléré sur la partie développeur expérience, puisqu'en fait on n'a plus rien à configurer. On est sécurisé, on s'est même permis le luxe de mettre 2 coches parce qu'on sait que c'est vraiment robuste. On a de la 2FA sur la CLI, sur la UI, on n'a pas de browser à configurer. On n'a pas de proxy pack à distribuer, on n'a pas une documentation de 9 pages à faire lire aux utilisateurs. On a un user fédéré, on utilise un IDP des deux côtés, c'est sustainable puisqu'en fait il y a juste un Nginx à packager, et puis c'est as a service puisque les users n'ont pas besoin de nous pour le consommer. Donc là on est bien, on est top. Puis pourquoi encore plus sécure? On va même un peu plus loin que la demande initiale. Puisque déjà, on passe d'un proxy, où c'est pas vraiment transparent par l'utilisateur, à un reverse proxy où il va passer au travers. Donc de son côté, il va même pas forcément s'en rendre compte. Et le fait de rajouter ce reverse proxy, on rajoute des règles de filtration, alors qu'initialement, avec le proxy, nos utilisateurs, une fois qu'ils avaient passé le proxy, ils faisaient ce qu'ils voulaient sur le GitLab. Ils pouvaient tout faire. Et là, on va même se permettre de brider des choses. Par exemple, l'accès au panneau d'administration. Là, on peut considérer que non, depuis Internet, le panneau d'administration n'est pas ouvert. Je vous propose qu'on vous montre comment cette solution finale fonctionne. Donc là, je vais repartir de ma petite stack compose. Et par contre, il faut que je supprime le repo qu'on a déjà cloné en passant par le proxy. Et je vais vous montrer côté guide config, qu'est-ce que ça donne. Alors il y a quand même une configuration à faire côté client. Donc on va faire de l'OIDC. Je rentrerai plus en détail par la suite sur comment ça se passe, comment ça se déroule. Vraiment, j'essaierai de vous expliquer que fait réellement Git Credential Manager. Mais là, cette fois-ci, on va dire à notre CLI Git, quand on veut cloner nos sources, eh ben, on va passer par une authentification browser et on va lui fournir un client ID public qu'on a déclaré dans notre GitLab. Ce client ID, en fait, va permettre à une application de récupérer en callback un code d'authentification. Donc, qu'est-ce que ça donne en tant qu'utilisateur? Donc là, je lance un clone en passant par un proxy que j'ai déployé en localhost. Je clique sur Entrée et là, j'ai mon Git Credential Manager qui se déclenche. Il me dit, tu veux atteindre le GitLab qui est déployé sur localhost, il faut que tu passes par l'authentification via le navigateur. Je clique sur le bouton. Mon navigateur me pop un nouvel onglet et j'arrive sur l'IDP en fait, auquel on a délégué l'authentification de GitLab. Donc je déroule le processus d'authentification. Au passage, la politique d'authentification, elle n'est pas définie par nous. C'est un service que l'équipe IAM de notre entreprise déploie et c'est elle qui décide de la politique. Donc par exemple, elle se rend compte que là j'arrive avec une IP qui est une IP externe à l'entreprise, donc elle me dit il faut que tu saisisses un OTP, un second facteur. Donc je saisis mon TOTP. Donc là, je vais cliquer sur Entrée et vous allez voir sur la console, ça va aller assez vite, c'est un tout petit projet évidemment. Alors d'abord il y avait une étape supplémentaire, j'arrive sur une page de consentement, on me dit attention, tu utilises un client ID, en plus, toi tu es administrateur, donc c'est quand même particulier. Tu es sûr de ce que tu fais, donc oui, j'autorise Git Credential Manager à récupérer les sources. Et là on peut voir du côté de la console que j'ai bien pu cloner mon repository. Donc,
on a montré qu'on pouvait faire du 2FA sur la ligne de commande. Maintenant, on va essayer de s'assurer quand même qu'on va vraiment limiter l'accès à notre GitLab sur des moyens d'authentification alternatifs. Le proxy filtre bien. Donc on a mis NGINX. Par exemple, chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est générer un personal access token et essayer de cloner en passant par ce proxy. Donc là, si je vais dans mes préférences, pardon, je fais toujours l'erreur. Admin. Exactement. En bas. Encore, tout en bas. Non. Ah oui, pardon, le GLPAT. Token. Ah oui, ok, access token alors. Pardon, voilà. Je vais sur l'interface sur mon profil GitLab, et là je génère un nouveau token. On l'appelle démonstration, on l'appelle test pour la démonstration. On dit ce token a les droits de lire et de pousser des sources. Je le crée, je le récupère, je le copie, et là je vais refaire mon clone, et je vais dire à GitLab, à ma CLI, d'utiliser ce token. Il me manque le petit arrobase. Et là, je fais entrer. Il faut que je supprime encore mes sources. Pardon. Je fais entrer. Et là, il a essayé, donc il n'est pas passé par le browser, il a essayé d'utiliser directement le GLPAT. On sait qu'il est valide, hein, on vient de le créer. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le proxy l'a droppé. Et quand j'ai atteint GitLab, je n'avais plus ce GLPAT. Du coup, comment fonctionne réellement notre proxy? Qu'est-ce qui laisse passer? Comment fonctionne Git Credential Manager? On a pu voir dans ma configuration que je lui donne un store en plain text. Ce n'est pas forcément la solution la plus sécure, mais ça va nous permettre de vous expliquer ce qui se passe. Donc, j'ai utilisé Git Credential Manager. Il a déroulé un flow hot et à la fin, il a récupéré un jeton hot et il l'a stocké. Alors, il aurait pu le stocker en RAM. Là, il l'a stocké dans un fichier. Dans mon .gcm, je retrouve pour localhost un fichier dans lequel je retrouve le token que Git Credential Manager a récupéré en passant par un flux de FA. Et si on recommence, exactement le même clone que je vous ai montré, mais que cette fois-ci, on utilise l'utilisateur OAuth2 et que je lui passe le token qu'on a récupéré tout à l'heure, là je vais passer. Et nous, de notre côté, on s'assure que seuls les tokens OAuth2 clonent des sources depuis l'extérieur et notre délégation d'authentification fait qu'on est sûr et certain que pour récupérer ce token, je suis forcément passé par un flux de FA. L'admin. L'admin. Le meilleur pour la Est-ce que tu peux aller sur les pages d'admin quand tu es Je disais, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin parce que du coup, on s'est même permis de filtrer des URL. Par exemple, c'est vrai que les premières versions étaient même très filtrées. La UI était pas belle, on avait trop d'API filtrées, il y avait des informations qui n'étaient pas fetchées quand on joignait GitLab. Et là, par exemple, le panel d'admin, on l'a filtré. Quand je clique dessus, j'arrive sur une erreur 403. Alors la petite histoire, c'est qu'on a trouvé ça rigolo parce que je cherchais une image rigolote pour mettre dedans. Et dans Google, quand j'ai tapé 403, je suis tombé là-dessus, j'ai dit on va mettre ça. Et si vous avez besoin de conseils en HTML, CSS, Adrien et moi, on est là pour en discuter après la présentation ou sur le stand de Michelin, il ne faut pas hésiter. Adrien tenait vraiment à ce que je vous la montre. Hein. J'ai fait l'oublier. Hein, la B403, elle parle d'elle-même. Hein. Est-ce que tu peux juste remettre les slides, Lucas? Oui, pardon. Et là, du coup, je vais encore vous parler, et là c'est vrai que c'est le moment peut-être un peu plus complexe, mais je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont fans d'OIDC, qui sont fans d'OAuth, qui adorent ce protocole, qui le manipulent tous les jours et qui veulent comprendre ce qui se passe en dessous. Je vais essayer de vous vulgariser la chose, mais vous expliquer rapidement ce qui se passe. Donc Git Credential Manager en mode browser, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie une petite application locale. Il l'a fait tourner sur 127.0.0.1. La condition, c'est de déclarer un client ID côté GitLab qui va autoriser une callback pour récupérer un code d'authentification. Donc je déploie l'application et je dis à GitLab, donne-moi un code. À ce moment-là, j'arrive sur GitLab. GitLab, il dit, tu veux un code, t'es mignon, mais moi, l'authentification de ma plateforme, elle a été déléguée, dans mon cas, un keycloak, un IDP ou IDC. Donc il faut d'abord que tu me donnes une preuve d'authentification qui vient de cet IDC provider. Du coup, l'utilisateur est redirigé vers la merde keycloak. Il déroule la politique d'authentification telle qu'elle a été définie par notre service IAM. Il saisit son OTP. Et une fois que l'authentification est passée, en callback, le keycloak retourne un code d'authentification à GitLab. À ce moment-là, GitLab est capable d'échanger ce code d'authentification contre un token qu'il va valider et
Et GitLab donc dit bon bah c'est bon, tu m'as apporté une preuve d'authentification, et lui-même en callback va retourner au navigateur d'utilisateur sur 527.0.0.1 le code d'authentification. Donc en console, qu'est-ce qui se passe derrière? Lui-même, il échange à GitLab le code d'authentification contre un token GitLab. Gardez bien à l'esprit, à la fin, c'est bien un code GitLab qu'on passe pour s'authentifier à GitLab et non un token Keycloak. On aurait préféré. C'est pour ça qu'on a aussi dû faire du hardening sur pas mal de choses. Et c'est la bonne transition, on va pouvoir vous en parler. Parfait, impeccable. Donc on a en fait un enchaînement de 2 codes flow. 2 codes flow. D'abord je m'authentifie, je vais atteindre GitLab qui lui est protégé par l'IDP, et ensuite donc je déroule mon code flow sur mon authentique. Alors c'est pas code flow, pardon, authorization code flow, pas confondre. Je m'authentifie sur Keycloak, qui lui valide et GitLab valide donc mon authentification, et ensuite je suis authentifié sur GitLab, il me retourne un code hôte. Toute l'astuce réside dans la petite app qui est transitoire pour faire le code. C'est là où Git Credential Manager, ils ont été très très malins en fait. C'est qu'ils déploient vraiment quelque chose en local, et nous, quand on crée Client ID, voilà, on met vraiment la callback. Ça veut dire qu'on autorise les gens sur le 127.0.0.1 à faire de la callback et récupérer ce token pour s'authentifier. Et ça nous amène à la partie hardening. Donc, on arrive à fournir un moyen utilisable, secure, pour authentifier nos utilisateurs sur notre instance GitLab depuis dehors. Il faut quand même qu'on mette en place des choses au niveau de l'instance. Le premier truc qu'on a fait, c'est de mettre en place une politique de user externe. Ça tombe bien parce que GitLab fournit ça par défaut. Ça permet en fait de classifier les users qui sont externes des autres, de ceux qui font partie même de l'entreprise. Ça en fait, ça permet de faire... comment on a fait cette séparation? Nous, ça se base sur l'adresse email. Donc si tu as une adresse Michelin, tu n'es pas externe, et puis pour tout le reste, c'est externe. Ça permet d'agir un peu sur la visibilité des projets qui sont au sein de l'instance. Si vous êtes externe, vous ne verrez que les projets qui sont pour lesquels vous avez des attributions sur le repo. Et donc la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on interdit tout simplement la création de projets publics au sein de notre instance, parce que sinon tout ce qu'on a mis en place avant ne sert à rien. Donc ça se fait pas par... Alors si, maintenant ça se fait, on peut le contrôler par GitLab, mais on avait créé une petite tâche qui supprimait, enfin pas supprimait, mais changeait la visibilité automatique des projets qui avaient été créés en visibilité publique. La troisième chose qu'on a fait, c'est tout simplement forcer l'authentification à un IDP pour notre instance, et donc on enlève tout ce qui est création de compte, etc. La base de tout, si on fait pas ça. Celle-ci on l'oublie. Et ça marche pas, ouais. Tout ce qu'on vous dit, ça ne marche pas si aucun des points n'est fait ici. Et le quatrième point, c'est une phase de tweak au niveau de Doorkeeper. Donc Doorkeeper est le framework pour faire de l'IDP au sein des applications Ruby. Donc c'est un composant qui marche très bien. Donc GitLab est développé en Ruby, donc Doorkeeper est en Ruby aussi. Et là, en fait, l'idée, c'était d'aligner les politiques de l'IDP embarqué dans GitLab avec celui qui est dans notre entreprise. Au niveau de la durée des tokens, le refresh token, enfin toutes ces choses-là, en fait, il fallait tout aligner, sinon ça ne marche pas. Et ça, en fait, on ne peut pas le faire par défaut. C'est pas, tu prends un GitLab et tu déploies un settings pour configurer le Doorkeeper. Non, tout ça, c'est transparent. Donc, il y a un Doorkeeper dans GitLab pour générer des tokens au haut, des CI job tokens, etc. Et donc, il fallait aller dans le fichier de config au sein de l'instance et aller overrider tout ça. Et puis, on force que l'autorization code en tant que flow OIDC. Et du coup, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, il y a un reverse proxy qui est mis en place, c'est un peu la force de cette dernière solution. Et il y a quand même une inquiétude de la sécurité qui est très légitime, c'est de dire mais cette application elle est géniale, moi je la trouve géniale, mais elle a 10 portes d'entrée. Login password, GLPAT, private token, CI job token. Dans les headers, dans les URL, le private token, vous pouvez le passer dans les headers, dans l'autorisation header, dans le private token header, dans l'URL. En paramètres du... Voilà. C'est assez incroyable. Et là on dit mais bon, c'est vrai que autant de portes d'entrée, ça en fait autant à colmater, donc le reverse proxy il est indispensable. On accepte que les codes hôtes. On travaille sur la solution, on la connaît bien. Après on a pu louper des choses. Donc on a commandé une campagne de pentesting externe et on s'autorise, on s'oblige à la renouveler assez régulièrement car on travaille avec un éditeur actif. Cet éditeur il est actif, donc est-ce qu'il ne crée pas de nouvelles portes d'entrée? Est-ce qu'il n'y a pas des règles qui ont changé? Alors s'il y a des règles qui ont changé,
peut-être qu'on peut les voir, puisqu'on a mis en place aussi un projet de test automatisé qu'on déroule à chaque déploiement pour s'assurer que les portes dont on a connaissance sont bien étanches. Et puis, je disais, il y a une veille pour se mettre à jour, patcher les CVE, et être très réactif en cas de besoin. Éventuellement, on ne s'interdit pas à débrancher la prise du reverse proxy si un jour on est en galère sur un problème de sécurité entre l'extérieur et notre plateforme. Et d'ailleurs, le dernier point nous a pris beaucoup de temps en fait, parce qu'être capable de patcher son instance de prod en moins d'une heure en fait après la publication, la disclosure d'une CVE 10, ça demande pas mal de choses au niveau des intégrations et ça demande aussi certains au niveau de son monitoring, de son alerting, qu'on n'a pas cassé quelque chose sans prévenir en fait, parce que là l'idée c'est de pouvoir déployer un patch à chaud comme ça, sans même prévenir qui que ce soit, sans faire un change, sans tout ça quoi. On arrive à la fin, on a quand même en tête pas mal de petits improvements. Donc là c'est plus des trucs de geek, mais je pense qu'il faut le faire. Notre Nginx tout de suite n'est pas haute dispo, il n'y en a qu'un. C'est ultra robuste, on n'a jamais eu besoin de le redémarrer ni quoi que ce soit. Mais quand même s'il tombe, on perd les users qui sont sur internet. Donc pourquoi pas partir sur un Nginx sous Cube en haute dispo. C'est possible. Mais on a plutôt l'idée de partir sur une stack Java. Donc là, ils offriraient plus de souplesse avec Nginx aujourd'hui. Alors je pense qu'on peut faire plein de choses, mais c'est pas une techno avec laquelle on a vraiment la maîtrise de la souplesse. Moi j'imaginais, alors je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais plus passer par un Zool pour étendre encore le possible de nos accès à cette plateforme. Et puis en plus c'est un peu lié, avec Zool on pourrait faire du traffic monitoring, d'alerting plus adapté et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille encore. Ouais. Merci à vous. On est tout bon. On est tout bon. Merci. Ouais. On a commencé un tout petit peu en retard, donc on peut prendre 2-3 questions quand même. Voilà, s'il y en a qui en ont. Il n'y a pas de questions dans la salle? Ok. Dans ce cas, on va les remercier. Ah, si, une question. Yes, j'arrive. Merci. Est-ce qu'il y a des composants que vous avez open sourcés? Première question. Et deuxième, finalement, vous l'avez fait tourner sur quoi, votre Kubernetes? Votre GitLab? GitLab, il est sur du YAS, full YAS. D'accord. Donc c'est beaucoup de VM, beaucoup de load balancer et beaucoup de stockage également, parce qu'on a une grosse instance. Mais on est content d'être resté là-dessus du coup, parce qu'on n'aurait pas pu le faire si on était parti sur un GitLab SaaS, ça n'aurait pas été possible par exemple. Et on n'aurait pas pu le faire si on était sous Cube non plus. Pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que toutes les parties, tous les modules de GitLab ne sont pas complètement friendly avec du conteneur. Et pour la première question, c'est open sourcé. Non, en fait, on n'a rien à open sourcer à part juste expliquer ce qu'on a fait et qui marche vraiment très bien. Et c'est pour ça que quand on va dans les confs GitLab et qu'on en parle aux clients qui sont là, on a des boîtes comme Interpol, etc., qui viennent nous voir et qui nous disent mais montrez-nous comment vous faites, c'est génial, on ne sait pas comment faire nous. Oui, je pense qu'ils sont peut-être restés dans les... Le composant GCM, finalement, où tu parlais de Ruby, ouais. Il faut installer quoi finalement sur les Rien. Je pense que tu l'as déjà sur ton laptop. Ça dépend des installs. C'est vrai que maintenant on remarque qu'il l'installe de plus en plus en dépendance sur certaines distributions. Mais ouais, c'est déjà précompilé. apt install Git Credential Manager, ça suffit. La question open sourcing, on a un open sourcé. Par contre, effectivement, il est question d'un blog post sur le site de GitLab. Et je pense qu'on va essayer d'open sourcer les petits exemples sous forme de tutos qu'on vous a montré, histoire que vous puissiez reproduire en local ce qu'on a fait et un petit peu comprendre ce qui se passe sous le capot. Sur le top, ouais. Merci, c'est vraiment génial. Je pense que l'idée c'est plus de faire du co-design avec GitLab pour l'expliquer, voilà comment nous on a réussi à le faire, est-ce qu'on peut pas embarquer quelque chose nativement dans la solution? Parce que le 2FA aujourd'hui avec GitLab, je pense que ça convient à personne, puisque s'authentifier sur la ligne de commande avec un token, c'est risqué. Si le token est dans un bout de CI ou des choses comme ça, c'est foutu. Il y a un gars qui est convaincu et qui veut même voir si
s'ils peuvent pas faire un truc dans le core GitLab en se basant sur ce que nous on a fait pour nous. Faut qu'il arrive à le vendre vraiment en interne, quoi. Vraiment essayer de faire un truc plus intégré, parce qu'il pense qu'on répond vraiment à une problématique courante. Parce que j'avais votre problématique qu'on a pu résoudre autrement de virer les tokens avec des reverses. Mais le coût effectivement du MFA sur la command line Git, ça je l'avais jamais résolu. Mais je pense que beaucoup de gens et beaucoup de boîtes sont restés bloqués dans l'étape 1 ou 2 qu'on a montré. Et en fait, c'est GCM en fait qui a tout résolu. On a presque rien fait pour le coup, mais c'est tellement un coup de génie avec un simple outil que ça mérite d'être connu. Moi je reste persuadé que le gars qui a créé la feature dans Git Credential Manager, il veut répondre à la problématique, mais il ne sait pas la vendre aujourd'hui parce que il n'arrive pas à la vendre. Alors il l'a créé pour sa propre entreprise lui-même et du coup il l'a open sourcé, mais il n'y a pas une volonté, même sur la page de Git Credential Manager, vous arrivez dessus, cette feature elle est vraiment tout en bas de la feature list, quoi. Alors que nous c'est celle qui nous sauve la vie en fait. Et d'ailleurs ça marche avec GitHub, il y a plein d'intégrations. C'est pas que pour GitLab. Merci Lucas, merci Adrien. Avec On plaisir. peut les applaudir.